À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Donc, pour une deuxième ronde d'audition, nous accueillons ce matin l'Association des collèges privés du Québec, qui est représentée par M. Patrick Caron, président-directeur général du Collège André Grasset, ainsi que M. Patrick Bérubé, directeur général de l'Association. Messieurs, bienvenue à la commission. Alors, vous allez avoir une période de 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre mémoire, de vos commentaires sur le cahier. Et par la suite, nous allons discuter avec les parlementaires. Alors, votre temps débute à l'instant. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Je me présente, Patrick Caron, président de l'Association des collèges privés, aussi directeur général du Collège André Grasset à Montréal, ainsi que mon collègue Patrick Bérubé, directeur général de l'Association. Notre réseau regroupe 21 établissements d'enseignement collégial sans but lucratif répartis à Montréal, à Québec et dans plusieurs régions de la province. Ensemble, nous accueillons plus de 20 000 étudiants et étudiantes chaque année et nous contribuons jour après jour à la vitalité du Québec par l'accessibilité, l'excellence et l'innovation à l'intérêt au service de l'intérêt public. Désolé. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons profondément au rôle constructif que peuvent jouer les écoles privées subventionnées dans cette planification 2026-2029 et dans le recrutement d'une immigration arrimée à nos besoins sociétaux. Nous partageons l'objectif du gouvernement, mieux gérer la capacité d'accueil du Québec, assurer la réussite de la francisation et garantir une intégration durable. Mais nous croyons aussi qu'il faut atteindre ces objectifs en partenariat, dans la clarté et la prévisibilité. Ce que nous proposons aujourd'hui, ce ne sont pas des revendications, ce sont des solutions concrètes et pragmatiques pour y parvenir sans briser des parcours d'étudiants, sans fragiliser des programmes essentiels et sans assécher la relève dont le Québec a tant besoin. Le contexte, d'abord, appelle à une certaine prudence. Les changements récents apportés au permis de travail post-diplôme par le gouvernement fédéral ont transformé drastiquement la situation des étudiants internationaux et nous en mesurons encore très peu les conséquences. Pour le Québec, cette nouvelle réalité a des effets directs sur la capacité d'attraction et de rétention des talents. Les collèges qui accueillent des cohortes diversifiées et motivées constatent déjà un ralentissement qui est marqué. Selon nos chiffres les plus récents, le nombre total d'étudiants internationaux au sein de notre réseau a diminué de 25 % comparativement à l'année dernière. Le nombre de nouveaux étudiants internationaux est en chute libre, de 50 à 75 % plus bas que l'automne dernier. Lorsque nous verrons les pleins effets des différentes mesures en 27-28, les inscriptions internationales pourraient diminuer de près de 75 % dans le réseau collégial privé subventionné si rien n'est fait pour ajuster la transition et sécuriser les parcours. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des programmes en santé, en éducation, en technologie de l'information, en technique humaine qui risquent de disparaître avec des répercussions réelles sur le marché du travail, notamment en région. Nous ne demandons pas de revenir en arrière, mais agir avec prudence. Avant d'ajouter de nouvelles restrictions, il faut mesurer les effets des décisions déjà prises et documenter les impacts sur les inscriptions, sur la francisation et la rétention. C'est la seule manière de planifier efficacement sans mettre en péril notre économie, nos services publics et nos régions. Permettez-moi d'abord d'aborder un sujet qui nous tient profondément à cœur, qui est la francisation. Pour nous, la francisation n'est pas une simple étape dans le processus d'intégration du statistique, c'est notre mission qui est quotidienne. Dans nos collèges, elle se vit concrètement dans les salles de classe, dans la vie étudiante et dans les activités parascolaires. Aujourd'hui, près de 77 % des titulaires d'un permis d'études au Québec connaissent déjà le français. Cette proportion continue d'augmenter. Dans nos établissements, nous accompagnons les étudiants jusqu'à la réussite de l'épreuve uniforme de français, une étape qui est exigeante, mais fondamentale, qui assure le Québec que nos diplômés soient parmi les mieux francisés. Le taux de diplomation de nos étudiants internationaux avoisine 80 %, ce qui témoigne non seulement de leur volonté, mais aussi de la qualité du soutien que nous leur offrons.
Les collèges privés subventionnés démontrent qu'il est possible de conjuguer exigences linguistiques et intégration réussie. Nous croyons à un Québec francophone et inclusif et nous contribuerons chaque jour à le bâtir. Notre proposition peut se résumer en 3 mots: prévoir, mesurer et accompagner. Prévoir, c'est de fixer des cibles pluriannuelles tout en protégeant les cohortes déjà admises. Aucune politique ne devrait s'appliquer rétroactivement. Par exemple, un jeune qui a fait le choix du Québec sur la base des règles établies doit pouvoir compléter son parcours dans les conditions annoncées. Mesurer, c'est partir un dialogue fondé sur les faits. Nous proposons la création d'un tableau de bord public et partagé, regroupant des indicateurs sur la progression linguistique, la réussite scolaire, la conversion vers la résidence permanente et la répartition régionale. Cet outil permettra au gouvernement, aux établissements et aux partenaires du marché du travail de suivre en temps réel l'évolution du réseau et d'ajuster les politiques sur la base de données plutôt que sur des impressions. Finalement, accompagner. C'est faire preuve d'une prudence et d'une cohérence. Nous proposons un moratoire réglementaire temporaire, suspendre toute nouvelle restriction tant que les effets combinés du permis post-diplôme, du PEC et des plafonnements ne sont pas bien documentés. Nous avons tout à gagner à agir de manière concertée plutôt que cumulative. Sur les chiffres, notre mémoire est claire. Nous recommandons de fixer le plafond provincial des étudiants étrangers à 128 000, un seuil compatible avec les objectifs gouvernementaux, mais qui évite de compromettre l'offre de formation dans les régions. Nous recommandons également de ne pas imposer de limites rigides au nombre de certificats d'acceptation du Québec analysés par établissement, car les ratios entre les demandes et les admissions réelles varient considérablement selon les programmes et les pays de provenance. Nous proposons également de renforcer la francisation par des cibles, des résultats et une réédition publique transparente, co-crédité, taux de réussite, stage en milieu francophone. Il est essentiel d'éviter les perceptions trompeuses. Nos collèges sont des milieux de vie francophones où les étudiants étrangers développent leur réseau social, professionnel et s'intègrent à notre culture ainsi qu'à nos valeurs. Finalement, nous croyons qu'il est essentiel de faciliter la passerelle vers la résidence permanente pour les diplômés formés ici, déjà francisés et souvent intégrés au marché du travail. Ces jeunes adultes représentent le visage même du Québec de demain. Ils sont déjà ici, ils parlent notre langue, ils travaillent, ils s'enracinent. Leur intégration durable est une question de cohérence économique et démographique. Il n'y a pas meilleur candidat à l'immigration permanente que l'étudiant étranger d'une institution d'enseignement francophone. Au-delà des chiffres, il faut regarder la tendance de fond. À partir de 2027, le Québec entrera en accroissement naturel négatif, soit plus de décès que de naissances. Sans une immigration bien calibrée, et les étudiants étrangers en sont l'un des leviers les plus efficaces, notre capacité à soigner, à enseigner, à innover et à servir sera compromise. C'est pourquoi il faut maintenir le Québec attractif, non seulement pour attirer les talents, mais pour les retenir, en leur offrant un parcours porteur d'avenir. Les collèges privés subventionnés sont prêts à contribuer activement à cet équilibre. Nous formons des professionnels dans des domaines en demande, souvent dès la première année d'études. Nous soutenons la régionalisation, nous respectons la capacité d'accueil fixée par le ministère de l'Enseignement supérieur et nous avons réitéré des engagements rigoureux en matière de qualité, de transparence et d'éthique à travers le Code des meilleures pratiques à l'éducation internationale adopté cette année par notre association. Ce code illustre notre volonté d'être partenaire de confiance du gouvernement et des acteurs responsables du développement au Québec. En somme, nous croyons qu'il est possible de réduire l'improvisation sans réduire l'ambition, de protéger la langue française sans freiner la relève, d'intégrer mieux sans fermer la porte. La CPQ et ses membres sont prêts à faire leur part avec rigueur, transparence et esprit de collaboration. Merci. Alors, merci beaucoup, messieurs. Alors, on débute la période d'échange avec le ministre et l'aile gouvernementale. Vous avez 16 minutes. La parole est à vous, Monsieur le ministre. Merci bien, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Donc, l'Association des collèges privés subventionnés, ce n'est pas dans votre titre, mais il y a une autre association qui va venir tout à l'heure,
des collèges privés non subventionnés, c'est des réseaux qui sont distincts. Je le dis, vous le savez évidemment, pour les gens qui nous écoutent, pour bien faire la nuance entre les différents groupes qui viennent présenter. Vous dites que vous voulez de la prévisibilité. Bien d'accord, c'est tout l'objectif de la planification pluriannuelle sur 4 ans cette fois-ci. Je pense qu'on va être capable de donner beaucoup de prévisibilité à l'ensemble des réseaux, des gens qui la souhaitent. Tout le monde nous demande des résultats différents, mais tout le monde veut de la prévisibilité. Ça, c'est sûr. Tout le monde veut savoir où est-ce qu'on s'en va au gouvernement du Québec. Puis là, il faudrait que le fédéral fasse ce même exercice. Je signale qu'au fédéral, ils ne font pas de consultation comme nous faisons pour la planification pluriannuelle. Vous dites, on ne voulait pas revenir en arrière, on ne veut pas revenir en arrière, mais vous voulez un plafond de 128 000 étudiants étrangers. En ce moment, on en a moins qu'on en avait plus, on en a un petit peu moins. Si on revient à plus, on revient où on était, donc on revient en arrière. Comment on ferait pour accueillir ces étudiants de plus? Parce que ce que vous dites, essentiellement, c'est qu'il n'y a pas assez d'étudiants étrangers sur le territoire québécois actuel. Est-ce que vous en voulez davantage? Comment on ferait pour les accueillir, toutes ces personnes-là, considérant qu'on n'a pas suffisamment de logements pour ceux qui sont déjà sur le territoire québécois? En fait, c'est une excellente question, Monsieur le ministre. Pour y répondre, en fait, ce que nous, on propose de 128 000 est en lien avec le cahier de consultation. On s'inscrit dans l'intervalle proposé par le gouvernement dans le cadre de la consultation. Donc, on se rapproche de la borne supérieure, on en convient, mais on reste dans l'ordre de grandeur du gouvernement. Et ça voudrait dire, pour notre réseau des collèges privés subventionnés, de préserver environ 6 000 étudiants. Donc, 6 000 étudiants dans notre réseau, ce qui revient en fait à 2023-2024, parce que lorsqu'on nous a annoncé les premières indications de mesures de contrôle sur le nombre d'étudiants internationaux en août dernier, on parlait surtout de plafonnement, en particulier dans les programmes de DEC. Donc, cette mesure-là ferait en sorte que, pour nous, on serait capable de les accueillir sans aucun problème. Et pour aller plus en détail, comment on pourrait les accueillir concrètement, c'est que nos collèges privés subventionnés, étant des OBNL, bien aussi, lorsqu'ils ont des excédents, vont pouvoir les réinvestir. Et c'est le cas, par exemple, d'un collège comme le collège Ellis, qui vient d'investir 8 millions dernièrement pour construire une nouvelle résidence étudiante, essentiellement pour aider tant les étudiants québécois que les étudiants internationaux. Donc, c'est un exemple de mesure concrète de nos collèges pour pouvoir permettre d'augmenter la capacité de logement étudiant en région, notamment. Mais dire que vous voulez stabiliser l'effectif d'étudiants étrangers dans votre réseau, c'est une chose. Dire que vous voulez augmenter le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire du Québec, c'en est une autre. Donc là, quand vous nous dites, nous autres, on veut stabiliser ceux qu'on a, je vous entends bien, mais quand vous dites, je veux augmenter à 128 000 le nombre total, c'est une hausse. Donc là, vous proposez des hausses dans des réseaux autres que le vôtre. Ça pourrait arriver, mais ce qu'on constate surtout, c'est que l'ensemble des mesures mises en place par le fédéral, donc sur le permis de travail post-diplôme, par le gouvernement provincial dans le cadre du projet de loi 74 et autres, ont déjà des effets dans les différents réseaux. Donc, on note déjà, les universités ont annoncé des baisses importantes d'étudiants internationaux. Dans notre réseau, pour cette année, on constate déjà une baisse de 25 du nombre d'étudiants internationaux. Donc, on est d'avis que même en fixant un cadre général assez large, qui donnerait une marge de manœuvre au Québec, les mesures qui sont déjà en place ont eu un impact et on risque de voir une baisse quand même du nombre d'étudiants réels inscrits et dans les collèges. Faut dire que la situation actuelle est une situation un peu anormale parce que, écoutez, il y a... attends, je vais retrouver le chiffre. Oui, c'est ça. Le nombre de CAQ délivrés pour les établissements privés subventionnés au collégial a plus que quintuplé en 2020-2024. Donc, une augmentation de 500 en 4 ans, 5 ans. Là, vous nous dites, bien, il faudrait maintenir ça. Bien, on peut le faire, mais ce n'est pas la situation normale. On est dans une espèce d'anomalie statistique ou démographique. Là, on dit, écoutez, il ne faudrait pas brasser le système, il faudrait rester là. Mais ce n'est pas la norme en ce moment. On est dans une espèce de bulle. Il ne faut pas s'attendre à ce que les bulles restent toujours comme ça. On est dans une situation hors norme. Donc, je comprends qu'il peut y avoir un souhait de garder ça pour
votre réseau. Mais reste que ça fait pas 20 ans que c'est comme ça. Là. Ça fait comme 2-3 ans. C'est pas normal de souhaiter d'être hors norme pour la vie. Bien, en fait, ce qu'on souhaite davantage, c'est tout d'abord, on est d'avis que le nombre de CAQ n'est vraiment pas le meilleur indicateur pour prévoir le nombre d'étudiants qui seront assis à l'automne dans un collège. Par exemple, lorsqu'on prend les étudiants provenant de la France, le taux d'obtention d'un permis d'études du gouvernement fédéral, qui est pratiquement au bout de la chaîne de recrutement, est d'environ 95 %. Alors que du côté des étudiants qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, le taux d'acceptation est de 5 %. Donc, pour avoir 95 étudiants français dans un collège, on n'a besoin que de 100 CAQ. Mais avec les 100 mêmes CAQ, on n'aura que 5 étudiants africains. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une différence. Ce qu'on a appelé dans le cadre du projet de loi 74, cet effet d'entonnoir-là, qui varie beaucoup selon les pays de provenance. Donc, c'est en ce sens-là qu'on voit que ce n'est pas une question hors norme, c'est de bien comprendre que la mécanique des CAQ varie beaucoup en fonction des pays de provenance. Perspective très intéressante, vous avez raison de le souligner. La FEC, qui est passée juste avant vous, la Fédération étudiante collégiale, les étudiants ont été assez critiques sur ce qu'eux ont appelé la marchandisation des étudiants étrangers, puis ils ont ciblé une forme de diplomation courte, des programmes très courts, les attestations d'études collégiales comme étant une espèce de voie d'accès utilisée par plusieurs établissements où on crée des programmes, on attire des étudiants en leur vendant pas tellement la grande formation, l'intégration à la nation, mais en leur vendant la citoyenneté, tu sais. C'est une forme on devient des passeurs pour toutes les institutions d'enseignement supérieur. Quelle est votre analyse de ça, d'attirer des étudiants pour des attestations d'études collégiales, formation très courte, versus des programmes plus longs? Comment vous voyez ça? Dans notre réseau, la plus grande partie des étudiants internationaux sont inscrits dans des programmes de diplôme d'études collégiales. Donc, c'est le premier. Et pour nous, on croit que c'est une des voies les plus intéressantes pour ces étudiants-là parce que ça leur permet de participer à ce tronc commun-là, qui est la formation générale, où ils auront des cours de philosophie, d'éducation physique, mais aussi de langue et littérature française. Donc, à cet égard-là, les cours de langue et littérature française sont d'un niveau beaucoup plus difficile. On ne parle plus maintenant de francisation, mais de capacité de lire des textes complexes de littérature et de pouvoir y répondre par la suite. Donc, ces étudiants-là, par le biais de la formation générale, vont se familiariser à la culture québécoise, vont y participer aussi beaucoup dans le cadre des activités parascolaires dans nos collèges qui sont organisés, et donc vont faire en sorte qu'ils vont non seulement être francisés, mais être aussi intégrés à la culture québécoise, vont avoir des référentiels communs aussi qui sont comparables à ceux des étudiants québécois. Pour complémenter mon collègue, M. le ministre, il faut se rappeler aussi que parmi les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur, le volet emploi était très important et le recrutement international. Donc, on a appris au mois d'août 2024 le changement d'orientation par rapport au recrutement d'étudiants internationaux. Donc, vous le savez, en éducation, c'est des cycles minimum d'une année. Donc, les changements qu'il y a eu au fédéral depuis 2 ans, au provincial, on va mesurer le plein impact en 27-28 uniquement. Mais présentement, les conséquences de tous ces changements-là, nouvelles réglementations, ont un impact concret et on va le vivre vraiment dans les 2 prochaines années. Sur du moyen terme et du long terme. Moyen terme, on parle de 2 ans. Là. Notion de cohorte. Oui, mais déjà cette année, on est en baisse importante. Notion de cohorte qui est très pertinente dans le réseau de l'enseignement supérieur. Merci. Une petite question, parce que vous avez parlé de la baisse effective d'étudiants étrangers, des nouveaux, en fait, des nouvelles inscriptions pour cet automne. Oui. Vous avez sorti des chiffres qui sont assez forts. Mais quel est l'effectif dans votre réseau à vous, là, des collèges privés subventionnés, total? Est-ce que vous savez quelle est la fluctuation? Vous m'avez parlé là, des étudiants étrangers en disant pas tous les étudiants étrangers, juste les nouveaux, mais disons, combien vous aviez d'étudiants au total en septembre 2024, incluant tout le monde? Combien vous en avez au total en septembre 2025, en comptant tout le monde, les Canadiens, les Québécois, les étrangers? Donc, le nombre d'étudiants total dans notre réseau avoisine le 20 000 étudiants. Donc, étudiants totaux, Québécois, Canadiens, étrangers. Donc, vous en avez, disons, autour de 20 000 au moment où on se parle? Oui. Puis l'an passé, à pareille date?
Donc, l'an dernier, à pareille date, on devait être environ, bien, je dirais 20 000, c'est les chiffres de l'année dernière. Donc, cette année, on doit être en baisse un petit peu davantage. Là, on doit tourner autour de 19 000, 18 000 environ. OK. Donc, il n'y a pas eu de remplacement, parce que vous me dites que vous avez eu essentiellement des baisses, puis je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, je l'expliquerai, là. Il y a eu des baisses d'étudiants étrangers pour les nouveaux inscrits. Ceux qui étaient déjà là en passé, sur un programme-là, on poursuit leur formation. Là. Il y a personne qui s'est fait briser sa formation, mais il y a eu moins de nouveaux étudiants étrangers. Si vous avez une baisse d'effectifs totale, c'est parce que vous avez moins de nouveaux étudiants étrangers, mais vous n'avez pas pu remplacer ces gens-là par des Québécois ou des Canadiens. Est-ce que je me trompe? Possiblement, pas entièrement, effectivement. Là. Puis malgré le fait que nos collèges se retournent de plus en plus vers la clientèle locale, mais comme vous savez, pour l'étudiant québécois, donc les frais de scolarité peuvent devenir un frein pour s'inscrire dans un collège privé subventionné, même si la subvention est un bon vecteur pour améliorer cette dite accessibilité-là. Vous avez parlé du programme PEC, le programme d'expérience québécoise volet diplômé. Il me reste quelques minutes. Oui, OK. On a suspendu le PEC pour l'instant, mais on a lancé le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. On est au début de ça, mais il faut dire que la première ronde en ce moment, 100% des individus invités dans le volet 1, parce qu'il y a 4 volets, du nouveau PSTQ, ont été des diplômés du Québec. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre conscience, parce que c'est nouveau quand même, le PSTQ, de ces volets-là, des critères, justement le volet 1, qui est le volet diplômé du Québec, avec des critères comme la langue française ou comme tout ça. Est-ce que vous avez pris conscience de ça et quelle est votre analyse de ce programme-là, bien qu'on soit au début et au lancement initial de ce programme-là? On en a effectivement pris conscience de ce programme-là et on continue de croire que le PEC comme tel est vraiment la voie idéale pour les étudiants internationaux. Puis on l'explique, en fait, nous, on la voit comme la voie royale. Puis on va prendre un étudiant, par exemple, qui serait au DEC, qui va faire plusieurs stages au cours de ces 3 ans d'études, qui sont dans un programme de technique d'éducation spécialisée. À la fin, cet étudiant-là va avoir un stage final qui va se faire dans un milieu, par exemple, ça pourrait être dans un établissement de santé ou dans un CPE, où l'étudiant va être en compagnie de personnes québécoises, intégré aussi dans un milieu de travail québécois. Donc, on est d'avis que c'est la voie royale parce que cette expérience-là de stage, on ne devrait pas venir exiger, comme on le voit dans l'autre programme, une expérience de travail supplémentaire, alors que l'expérience de stage de longue durée qu'ils vont faire au cours d'un DEC devrait être suffisante. Et c'est pour cette raison-là qu'on croit que le PEC est vraiment la voie royale, sans vouloir rien enlever aux autres voies qui pourraient exister. On croit quand même que ça demeure la meilleure voie pour les étudiants. Mais vous liez le programme PEC suspendu à la réussite d'un stage, mais il n'y a aucun critère de stage dans le PEC. Non, on ne lit pas les deux ensemble. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a un stage, les étudiants font des stages dans le cadre de leurs études et via le PEC, au final, vont pouvoir avoir accès à la résidence permanente, alors qu'il y a d'autres programmes qui vont demander une expérience de travail supplémentaire. Mais est-ce que c'est pas normal de vouloir s'assurer pour l'État que la personne travaille et vient, oui, est diplômée du Québec, mais est diplômée dans un domaine où on est en pénurie de main-d'œuvre et que cette personne-là est capable d'être employée, d'être employable et veut travailler, veut contribuer. Je comprends que les gens sont diplômés d'une institution québécoise. C'est déjà un très, très bon critère. Là. Je le reconnais d'emblée, c'est sûr. Mais il me semble que c'est pas trop exigé de s'assurer que cette personne-là est capable de se trouver un emploi et que donc elle s'était formée dans un domaine dont on a besoin. On a des secteurs qui sont en pénurie. Il me semble que ça serait particulier de ne pas combler des secteurs qui sont en pénurie tout en faisant entrer des gens qui ne sont pas capables de se trouver un emploi. Nous, ce qu'on constate dans notre réseau, au cours des dernières années, à l'initiative du gouvernement du Québec et de plusieurs ministères qui ont décidé de mettre l'accent sur le recrutement d'étudiants internationaux dans plusieurs pays francophones et dans des domaines priorisés par l'opération main-d'œuvre, par l'OPMO. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces étudiants-là ont été recrutés au cours des dernières années, sont présentement
en études ou viennent de terminer et ont été recrutés dans des domaines où le Québec a reconnu qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, on croit que c'est tout à fait logique que ces étudiants-là puissent passer par la suite à la résidence permanente parce qu'ils ont suivi un processus et ils sont déjà dans des programmes qui ont été priorisés par le gouvernement. Mais si je comprends qu'il y en a plusieurs qui sont dans l'OPMO, Opération main-d'œuvre. On parle en code, mais je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui le sont, mais c'est pas 100 %. Il pourrait y avoir, si j'ouvrais le PEC demain matin, des étudiants qui ne sont pas dans des secteurs prioritaires, qui ne sont pas dans l'OPMO, qui n'ont pas fait de stage, qui n'ont pas décroché d'emploi et qui auraient, comme vous dites, la voie royale vers la résidence permanente, mais qui n'auraient pas fait de stage, qui n'auraient pas travaillé, qui ne seraient pas dans les secteurs prioritaires et qui, grâce à la voie royale, obtiendraient la résidence permanente. Si j'ouvrais le PEC demain matin, c'est ça qui arriverait. Mais c'est une responsabilité, Monsieur le ministre, institutionnelle. L'année dernière, à l'Institut Grasset, j'ai fermé plusieurs programmes parce qu'il n'y avait plus d'emploi. On pense aux jeux vidéo, l'animation 3D, télé. Je veux dire, l'emploi était très, très faible actuellement. Donc, on n'a aucun intérêt comme institution à poursuivre avec des offres de formation ou de programme quand il n'y a pas d'emploi en bout de ligne. Donc ça, c'est une responsabilité qui est vraiment institutionnelle, qui est associée au collège. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, Mme la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on poursuit la période d'échange avec la députée de Lapinière, cette fois-ci, pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour. Merci pour votre mémoire et pour votre présentation. Je reviendrai sur le nombre de 128 000, 128 000 étudiants pour ce qui est du plafonnement des étudiants étrangers que vous recommandez conformément à l'un des scénarios qu'on voit dans le document en page 69. Est-ce que j'ai bien compris que sur ces 128 000-là, c'était 6 000 ou est-ce que j'ai mal entendu le chiffre que vous vouliez? Exactement. Pour notre réseau, on parle de 6 000 étudiants internationaux. D'accord. Donc, si, par exemple, le scénario était baissé à 110 000, mais votre demande, j'imagine, serait toujours d'avoir les 6 000 pour votre réseau? Idéalement. C'est ça. D'accord. Maintenant, vous mentionnez à page 11 de votre mémoire que l'apport des étudiants internationaux dans le système de santé passe aussi par votre réseau. Notamment, vous parlez de préposés aux bénéficiaires. Donc, comme porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, c'est un point qui m'intéresse vivement. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants qui sont passés par votre réseau et qui travaillent maintenant ou qui ont décroché un poste comme préposé aux bénéficiaires à la fin de leurs études? Je ne sais pas si c'est notre mémoire. Là, on ne parle pas de préposés aux bénéficiaires dans notre... Bien, en page 11, je lis... C'est bien la CPQ? Oui. Collégiale privée. D'ailleurs, en deuxième paragraphe, avant même la fin de leurs études, notamment dans des programmes en santé, exemple soins infirmiers et inhalothérapie, l'étudiant peut déjà travailler dans le réseau après la première année comme préposé bénéficiaire. Donc, sa formation est en inhalothérapie. Donc, ce que je comprends, okay. La différence, c'est que ce n'est pas une formation de préposé aux bénéficiaires, mais il peut travailler comme préposé aux bénéficiaires. Exactement. Puis ça leur est demandé, comme aux étudiants québécois. Puis ça démontre très bien la contribution des étudiants internationaux parce que souvent, on parle qu'ils vont venir utiliser les ressources du Québec, venir amener un poids supplémentaire à la capacité d'accueil, mais souvent, on oublie souvent de parler de leur contribution. Et ça, c'est un bel exemple. C'est les étudiants qui étudient dans les programmes de santé. Donc, on leur demande aussi de prêter main forte au réseau de la santé, de travailler à titre de préposés bénéficiaires pendant leurs études en inhalothérapie ou autre. Et puis, je pourrais même vous dire qu'en termes d'accessibilité à des programmes, il y a des étudiants aussi en technique d'éducation spécialisée étudiants internationaux, dans la région de Drummondville, qui était au collège Ellis. Et il y avait un camp de jour pour des élèves cet été avec des besoins particuliers qui manquaient cruellement d'animateurs. Et sans l'apport de ces étudiants internationaux-là, qui étaient en formation en éducation spécialisée, le camp de jour n'aurait pas pu offrir la même étendue de service à un aussi grand nombre qu'il a été possible de l'offrir. Donc, ça montre très bien que ces étudiants-là, pendant leur parcours, ne viennent pas juste prendre des ressources en étudiant, mais redonnent beaucoup aussi à la société québécoise. Avant même d'être diplômé, donc, de vos... Effectivement. D'accord. Vous donnez...
Bon, vous venez de parler de Drummondville. Est-ce que le moratoire de l'an dernier a eu des conséquences sur vos étudiants? Est-ce qu'ils ont senti qu'il y avait une promesse d'un parcours qui a été brisé à mi-parcours? Est-ce que ça a eu une incidence importante? Vous parlez de moratoire sur le PEC? Oui. Mm-hmm. Oui, bien en fait, pour plusieurs, il y avait beaucoup d'incompréhension. Quand un étudiant vient ici au Québec pour étudier et que les règles changent en cours de route, c'est quelque chose qui est vraiment malheureux. Et puis, à l'instar aussi de ce qui s'est passé avec le gouvernement de travail fédéral, avec le permis de travail post-diplôme. En fait, ces changements-là en cours de route ont même causé des désinscriptions de certains étudiants parce qu'ils ne voyaient plus d'avenir possible au Canada. Donc, on voit que ça a un impact vraiment réel et beaucoup de stress, ça génère beaucoup de stress sur les étudiants qui se demandent comment ils vont pouvoir poursuivre leur parcours au Québec. Effectivement, parce qu'ils ils veulent pas. C'est des coûts, ça représente des coûts importants pour eux parce qu'ils payent plus cher de droits de scolarité, j'imagine, que les étudiants québécois. Est-ce que c'est le cas aussi dans le collégial? Ce sont les mêmes frais de scolarité, à l'exception des étudiants français. D'accord. Alors, mais c'est quand même des coûts de venir s'établir au Québec et plutôt que de rester dans leur pays d'origine, peut-être chez leurs parents et tout ça. Alors, s'ils ne voient pas la possibilité de terminer leurs études et de contribuer, d'avoir une chance de s'établir ici, de contribuer à la société québécoise, bien, ils préfèrent aller ailleurs où ils seront accueillis sans que des règles, quel que soit le niveau, le palier de gouvernement, sans que les règles changent en cours de route. Est-ce que vous avez parlé de recrutement international, d'étudiants à l'international, notamment en cohérence avec les programmes qui étaient mis de l'avant par le MIFI? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait une diminution de l'attrait des établissements collégiaux au Québec après ces changements-là qui sont survenus en cours de route? Oui, en fait, on a vu au cours des dernières années que l'ensemble des mesures, tant fédérales que les dernières mesures provinciales, en lien avec le projet de loi 74, avec la fin du PEC aussi, ont eu un impact majeur sur les demandes d'admission des étudiants internationaux qui sont en baisse majeure. Et puis là, ce qu'on constate, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est que ces baisses-là de demande, d'intérêt pour le Québec, pour le Canada aussi en général, se matérialisent par des baisses d'inscription aussi. Là. Okay. Alors, baisse d'inscription pourrait vouloir dire, d'une part, réduction du nombre d'immigrants qui est peut-être recherché, mais en même temps, des personnes qui pourraient contribuer, parce qu'on sait qu'il y a un problème, une pression sur le logement, mais en même temps, on a besoin des personnes pour nous aider à en construire des logements ou pour nous aider à prendre soin des gens dans le réseau de la santé. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Alors, Effectivement, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, le Québec va avoir un accroissement naturel négatif à partir de 2027. Plus de décès que de naissances. Donc, pour nous, les étudiants internationaux, bien qu'ils soient des immigrants temporaires aujourd'hui, sont vraiment les citoyens québécois de demain et les candidats idéaux pour devenir de futurs citoyens parce qu'ils auront vécu, pris racine ici, s'enraciner dans la culture québécoise, auront des diplômes d'ici. Donc, on serait bien malheureux de voir ces étudiants-là qu'on a formés déménager en Ontario ou en Alberta, alors qu'ils sont francisés, francophiles, francophones, et qu'ils ont un diplôme québécois. Oui, puis vous avez mentionné un point intéressant dans la francisation. Vous ne faites pas que de la francisation. C'est important, la francisation. Je ne le dis pas en voulant dénigrer la francisation, mais vous faites plus dans le sens que, oui, les cours collégiaux en français, on sait que c'est d'un niveau... il faut déjà pouvoir parler français couramment pour pouvoir suivre ces cours-là. Et vous avez des activités qui qui vont favoriser l'intégration au sein de la culture québécoise. Nos collèges, ce sont des milieux de vie. Au-delà des cours, on y vit, on y participe. C'est ça, un collège. C'est ça qu'on veut quand on accueille nos étudiants. Oui, c'est beau de parler d'épreuves uniformes de français, mais c'est surtout qu'ils vivent leur vie d'étudiants comme on doit s'en attendre, qu'on soit international ou local.
En page 7, vous avez mis une citation intéressante du premier ministre, une citation de juin 2004, où le premier ministre reconnaissait l'importance des étudiants internationaux. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien, moi, je peux vous dire qu'on est tout à fait d'accord avec cette citation-là du premier ministre. Comme on le mentionnait tout à l'heure, ces étudiants-là sont jeunes, vont être bien formés. Le premier ministre parle souvent aussi d'emplois payants. Ils vont être dans des domaines d'avenir souvent priorisés par le gouvernement du Québec. Donc, on est tout à fait en accord avec sa citation pour dire qu'il en veut davantage de jeunes étudiants internationaux parce qu'ils vont vraiment pouvoir contribuer à la société québécoise. Et vous avez parlé aussi de moratoire réglementaire, donc si j'ai bien compris, de cesser de faire de nouveaux règlements pour vous permettre de vous ajuster, ou est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça? Tout à fait. Il y a tout un aspect de la réputation à l'international du Canada, du Québec. Plus qu'on change de réglementation souvent, bien, plus que ça met des filtres, ça met des couches de difficultés. Donc, si on peut au moins stabiliser ces éléments-là, bien, ça va nous permettre de mesurer l'impact de tous les changements qu'il y a eu, puis ça, c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des cycles d'une année dans les collèges, dans les universités, donc il faut nous laisser du temps de nous adapter en fonction de ça. Et est-ce que ce serait aidant, par exemple, s'il y avait de nouveaux règlements qui étaient adoptés, donc sans que le gouvernement réponde à votre demande de moratoire, mais que ce soit fait en fonction des cycles, non seulement des années scolaires, mais des cycles d'inscription, d'admission au collège, suffisamment à l'avance pour vous permettre de planifier le nombre, pour permettre à vos institutions membres de planifier. Tout à fait. Surtout le recrutement à l'international, souvent c'est des cycles, ça part 2 ans à 3 ans. C'est recruter un étudiant qui va s'investir, qui va mettre les moyens financiers pour se loger, se nourrir, payer ses frais de scolarité. Souvent, c'est un projet de famille. Donc, ça ne se décide pas 3 mois avant. Donc, tout ce processus-là d'avoir vraiment une constance dans nos façons de faire, elle est vraiment importante. Et est-ce que dans les programmes qui sont ciblés comme étant en pénurie de main-d'œuvre, est-ce que les étudiants qui sont inscrits à ces programmes-là sont uniquement des étudiants de l'étranger ou s'il y a aussi des étudiants québécois qui s'inscrivent à ces programmes? Il y a effectivement beaucoup d'étudiants québécois. La part des étudiants internationaux va être complémentaire souvent, en particulier dans les collèges en région. Ils vont venir compléter les cohortes pour s'assurer que la cohorte puisse démarrer et que l'offre de formation puisse rester vivante aussi pour les étudiants québécois. Est-ce que ça veut dire que les étudiants étrangers qui veulent étudier dans un certain domaine vont être, dirigés vers une région où ce programme-là existe plutôt que de laisser à l'étudiant le choix du collège où il veut étudier? Bien, au moment actuel, l'association, les collèges ne dirigent pas le choix des étudiants. Donc, c'est vraiment un choix individuel des étudiants. Mais évidemment, ces derniers-là sont à l'affût des mesures gouvernementales. On a parlé tout à l'heure de l'opération main-d'œuvre et des régions. Et il y avait des incitatifs à l'époque, qui existent encore à un certain niveau, de bourses et d'exemptions pour ces étudiants internationaux-là pour aller étudier dans un collège de région, dans un programme sous l'opération main-d'œuvre. Donc, on peut voir que ces initiatives gouvernementales-là vont favoriser l'inscription dans des collèges qui offrent les 10 programmes. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de programmes, par exemple, en vidéo ou tout ça qui n'existent presque plus, ou en tout cas, peut-être qui existent, mais où les perspectives d'emploi ont chuté quand même assez rapidement. J'imagine, question de crédit d'impôt aux entreprises de l'industrie vidéo, question aussi d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vos collèges ont une agilité, je ne sais pas, à combien vous évalueriez l'agilité de vos différents collèges à dire, oh, là, on ne devrait plus offrir ce programme-là parce qu'on voit que sur le marché, le marché de l'emploi dans ce domaine-là se rétrécit, donc on va peut-être pas se rendre service, on va peut-être pas atteindre l'objectif d'aller chercher des étudiants qui vont combler des emplois
pour pallier à la pénurie de services ou d'emplois dans ces domaines-là. Comment vous évalueriez l'agilité que vous avez à vous adapter à ça? C'est la raison d'être de notre réseau. Cette agilité-là, elle est vraiment importante parce qu'il y a un risque réputationnel. Un étudiant qui va payer X milliers de dollars pour venir étudier dans un programme technique, c'est pour être en emploi en bout de ligne. Donc ça, c'est fondamental. Donc si d'un volet réputationnel, on forme des étudiants puis qu'en bout de ligne, il n'y a pas d'emploi, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne. Et concrètement, nos collèges sont très agiles pour s'adapter. La preuve en est lorsqu'il y a eu un accent où il y a eu un appel du gouvernement via l'opération main-d'œuvre à mettre l'accent sur certains programmes en pénurie d'emploi. Nos collèges ont répondu présent. Ils ont déployé les programmes qu'ils avaient dans ces domaines-là pour répondre à l'appel gouvernemental et certains autres même sont allés obtenir des autorisations de nouveaux programmes en lien avec ces pénuries de main-d'œuvre-là. Donc, on l'a vu dans des domaines à l'international, mais on l'a vu aussi il y a quelques années dans un programme dans le domaine des technologies de l'information avec Emploi Québec, où nos collèges aussi ont répondu présent, ont offert autant de formations en nombre d'heures que l'ensemble des universités du Québec, par exemple. D'accord. Puis j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure dans une de vos réponses quand vous avez dit que les collèges sont des OBNL, donc c'est possible pour eux s'ils font des profits évidemment de les réinvestir, et y compris dans la construction de résidences pour les étudiants, ce qui vient atténuer le fait qu'on manque de logements pour ces étudiants-là. Est-ce qu'il y a plusieurs collèges qui sont en mesure de faire ça? On essaie d'être débrouillard. Si je parle pour le Collège André Grasset, on est en collaboration, on est en partenariat, c'est-à-dire avec le Cégep d'Ontic pour qui ont des résidences. Nous, on loue quelques résidences avec eux. On envisage avec l'École nationale du cirque. Même chose pour le Collège La Flèche. Donc, ils ont des partenariats. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de mettre en place. Et surtout, c'est en amont pour les étudiants qui recherchent des loyers. C'est tout le volet admissibilité. Pour nous, c'est un élément clé parce qu'un étudiant qui ne se loge pas ou qui a de la difficulté à payer ses fins de mois, on le met en situation à risque dans sa réussite scolaire. Donc, on n'a aucun avantage d'arriver avec des étudiants non logés avec un manque de financement. Donc, c'est un critère qui est vraiment prioritaire pour l'ensemble du réseau. Là. Et ça démontre bien aussi le rôle complémentaire du réseau collégial privé subventionné à celui des cégeps. Donc, c'est un rôle complémentaire. Et ici, c'est un bel exemple où, en construisant des résidences sans fonds publics, donc avec des fonds privés, on vient atténuer cet impact-là de manque de logement pour les étudiants tant québécois qu'internationaux. Donc, vous travaillez non seulement sur la francisation et l'intégration de la culture québécoise, mais vous vous assurez que les étudiants étrangers sont logés puis ont toutes les conditions de réussir. Dans la mesure du possible, mais ça reste toujours un défi. Merci. Merci beaucoup. Alors, le temps est écoulé. Messieurs, je vous remercie au nom des parlementaires pour votre présence en commission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir les prochains invités.